le basket, il nous réunit et puis après, on fait d'autres trucs. On plante des arbres, on touche des sujets sociétaux. Et ici, par exemple, avec les filles, on parle d'hygiène menstruelle. Et je reviens toujours sur ça, mais c'est la passion qui m'a menée à des choses que j'aurais jamais imaginées. Mon premier projet, au final, c'est au Sénégal. C'est quoi ton message pour les jeunes filles sénégalaises? J'en ai pas, mais c'est vraiment qu'il y a de la place pour tout le monde et que ce tout le monde, il inclut elle, en fait. Et donc, du coup, de croire en ça, ça revient à ce qu'on disait. Ce que tu vois pas, bah, tu t'imagines pas. C'est même pas que je me disais, je pourrais pas être journaliste, c'est qu'à aucun moment dans ma tête, je me dis, journaliste, en fait. C'est pas un métier qui est dans mon champ. Encore aujourd'hui, quand je regarde ce que j'ai fait, je me dis, mais en fait, à quel moment je me suis retrouvée là? Je pense que c'est ça un peu le secret, c'est comment se mettre en mouvement, et plus tu te mets en mouvement, plus tu rencontres de gens, plus tu fais des choses, plus tu comprends des choses, plus ça te met encore des nouvelles opportunités, et à la fin tu finis avec Kobe, quoi. Grave. Non, mais c'est ouf. En vrai, quand j'y repense, c'est ouf. Le sens n'est pas une destination, c'est un chemin qu'on construit petit à petit. Ça, t'es prête, fais comme ça. Fais comme ça. Oui, je suis prête. Top, c'est parti. Sarah, ça va? Ça va et toi? Ouais, tranquille. On est à Dakar, les amis. Nouveau podcast avec Silla, la big journaliste. Tu vas me juger un peu là avec mes questions. Anciennement. Anciennement. Il n'y a plus du tout? Il n'y a plus du tout. Il n'y a plus du tout? Est-ce que plus? Un peu. On est à Dakar. Explique-moi un petit peu déjà qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce que toi tu fais là? Dakar. Non, je me suis installée là il y a... moi je suis sénégalaise d'origine, du Fouta, pas de Dakar, mais de la région du Fouta dans l'est, nord-est du Sénégal. Et je suis venue m'installer au Sénégal juste après le Covid en 2021. Donc ça va faire 4 ans là. Enfin, ça fait 4 ans là que je me suis installée à Dakar définitivement. T'es venue pour faire quoi? Pour fuir la France, first. J'étais venue pour le travail, je cherchais une opportunité qui m'amène au Sénégal et voilà, et je l'ai trouvée. J'ai travaillé pendant 2 ans pour une structure qui aidait au financement des assos qui font du sport pour le développement. Et là aujourd'hui, je travaille pour l'organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse qui vont avoir lieu ici en 2026. Et à côté de ça, j'ai mes propres projets associatifs. On va en parler. On vient tous les deux de la même ville. Ouais, Reims. 5-1 représente. On est team Reims, les amis. C'est quoi ton parcours? Explique-moi un petit peu aujourd'hui. Si tu devais te présenter, tu te présenterais comment? Parce que je saurais même pas comment te présenter. Hier, j'étais encore sur ton Instagram. J'ai vu tous les arrobas sur ton Insta là. Aïcha, attends. Moi-même j'ai du mal à me présenter. Après je pense que je fais en fonction du contexte, de la personne qui est en face. Et du coup comme ici on parle de... Ce qui est sûr c'est que je suis une passionnée de basket, que ce soit associatif, milieu professionnel, j'ai beaucoup bossé dans le basket. Donc je dirais passionnée de basket. Moi, je me définis comme activiste. Après, activiste dans le sens large du terme. J'ai été journaliste anciennement, spécialisée dans le basket, même si j'ai une formation d'ingénieur informatique. Et j'ai été journaliste. Et mon métier de journaliste, en tout cas, m'a mené à plein de choses. J'ai fini dans la communication parce que, mine de rien, en France, le journalisme, la presse et tout, c'était un peu compliqué. Et que j'étais passionnée aussi d'informatique de par ma formation, donc beaucoup de digital, développement de site internet, etc. Mais toujours au service du basket, parce que je faisais de la com, mais pour des institutions basket, pour des fédérations, pour des événements basket, etc. Basket, quoi. Ouais, basket à 100%. Et voilà. Et aujourd'hui, je participe à l'organisation de ces Jeux Olympiques de la jeunesse de Dakar. Donc je dirais que je suis une experte, entre guillemets, spécialisée en tout cas dans la communication digitale, création de contenu. Mais ce qui me tient le plus à cœur et ce sur quoi je parle le plus, c'est tous les projets associatifs que j'ai. Et tous mes projets associatifs, ils mènent tous vers la même chose, c'est l'émancipation des filles et des femmes, que ce soit par le sport, par des métiers, vraiment qu'elles puissent devenir autonomes, que chacune puisse se rendre compte de son potentiel, ce qui n'est pas forcément évident quand on vit dans certains contextes, dans certaines situations. Par exemple, moi j'ai été journaliste, j'avais jamais vu de journaliste noire, femme, donc à aucun moment je me dis je vais être journaliste, tu vois. En fait, ce que tu vois pas, tu veux pas te le représenter. Et donc ça, pour moi, c'est hyper important que les filles, elles puissent voir ce à quoi elles peuvent prétendre
et qu'elles se rendent compte qu'elles peuvent prétendre à tout. Ouais. Pas tout parce que ça dépend aussi du contexte, de la situation financière, etc. Voilà. Mais en tout cas, qu'elles ne se mettent pas de barrières, qu'il y a des barrières qu'il faut faire sauter. Quoi. Ce que je disais, c'est que ça aide pas les gens à me définir, parce que je lui dis pas mal de trucs, mais ouais. J'ai pas une casquette, j'ai plusieurs casquettes, c'est ce qui me définit. Avant, c'est vrai que j'avais du mal à... Enfin, ça me gênait pas, mais... on me disait souvent oui, quand tu dis que tu fais plein de choses, ça veut dire que tu sais pas forcément faire une chose de manière précise, etc. Ouais. Donc tu vois, je disais j'étais journaliste et point barre, tu vois. Je les aime bien mettre dans des cases. Juste... Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, tout ce que je suis, c'est quelqu'un qui fait plein de choses. Et donc du coup, maintenant, je l'assume complètement et voilà. Ouais, de ouf. Tu as parlé d'un truc qui est intéressant, justement sur que ces filles-là, en tout cas, même que tout le monde en général puisse savoir que c'est possible, etc. Et ça, je pense que c'est un sujet qui est vraiment important. Comment toi, t'as rendu ça possible finalement ? Et comment est-ce que toi finalement tu savais que c'était possible tout ça ? Moi, j'ai jamais su que c'était possible, d'autant plus que j'étais hyper timide quand j'étais jeune, encore aujourd'hui d'ailleurs. Et donc à aucun moment, moi je suis une matheuse, donc déjà à aucun moment je me suis imaginée journaliste. Avant, j'ai commencé le basket hyper tard, donc avant, à aucun moment je me suis dit je vais finir dans le basket, c'est ma passion, etc. Le basket est entré dans ma vie de manière tout à fait hasardeuse et c'est juste que et je pense que la chance que j'ai eue entre guillemets, c'est que je me suis accrochée à ça, à cette passion qu'est le basket, pour pouvoir grandir personnellement, professionnellement et pour pouvoir atteindre des sommets que je pensais pas du tout. Mais c'est même pas que je pensais pas possible d'atteindre, c'est que j'imaginais même pas en fait. C'est même pas que je me disais je pourrais pas être journaliste, c'est qu'à aucun moment dans ma tête, quand on dit oui tu veux faire quoi, je me dis journaliste en fait, parce que pour moi c'est pas un métier qui est dans mon champ. Toi il y a des métiers comme ça, quand tu es dans une certaine situation ou quoi. Quand tu grandis, c'est des métiers que c'est ça que tu n'imagines même pas. Donc c'est même pas une question de rendre possible, c'est juste de rendre imaginable. Et après l'imaginable, là il y a le... T'as fini ? Et après il y a le rendre possible. Donc c'est plusieurs étapes qui font que... tu vois, moi, ce que même encore aujourd'hui, quand je regarde ce que j'ai fait, je me dis, mais en fait, à quel moment je me suis retrouvée là ? Toi, des fois, on me dit, c'est de la chance. Bon, s'il n'y a pas de chance, il n'y a pas de hasard dans la vie. Il y a du travail, il y a des opportunités. Après, il y a des opportunités que je pense avoir saisies, mais sans me dire « Ah, là, c'est une opportunité, je vais la saisir », juste naturellement, en fait. Toi, je prends des exemples concrets, mais par exemple, moi, j'étais une ouf de basket, de chaussures de basket. Et donc, du coup, j'avais un blog sur les chaussures de basket. Donc, les marques, en voyant mon blog, m'envoyaient des paires de basket pour que je les teste, pour que j'en parle, etc. Et donc, du coup, c'est un peu devenu, à l'époque, en tout cas où je le faisais, c'est un peu devenu ma marque de fabrique. Tu vois, moi, je parlais de chaussures de basket. En plus, j'ai pas juste été journaliste basket, je joue au basket. Et encore aujourd'hui, tu vois. J'ai regardé le basket, j'ai joué au basket, j'ai travaillé dans le basket. Donc, toi, c'est vraiment un tout. Et du coup, quand je parle de chaussures de basket, c'est crédible parce que je joue. Tu vois, c'est pas juste je la trouve belle et tout. Je joue avec et voilà. Et un jour, je me suis retrouvée à ce qu'on m'invite à Los Angeles pour tester la chaussure de Kobe Bryant à Los Angeles et faire une interview de Kobe Bryant. Et donc là, tu vois, je me rappelle quand je l'ai faite, c'est un truc dont je suis assez fière. Tu m'étonnes. Et quand je l'ai faite, on était deux journalistes français. Maintenant, en plus, on était deux journalistes français. J'étais la seule meuf. J'étais la seule Renois dans les étrangers. Après, côté américain, il y avait pas mal de Renois. Et après, quand je suis rentrée, on me dit t'as de la chance et tout. Tu vois, on te fait comprendre que tu t'es retrouvée là par chance. Alors qu'en vrai, si je jouais pas de manière si assidue, que je m'étais pas lancée sur mon blog, que j'ai créé le blog de A à Z, que du coup, les marques m'envoyaient pas et tout. En fait, c'est tout mon travail sur de la longue durée qui a conduit à ce moment de ouf en fait. Il y a un travail que tu as fait de manière un peu passionnée, tu l'as pas fait pour l'oseille. À l'époque, les blogs, oui. C'est vraiment pas le truc, je me disais pas, je vais faire les chaussures pour qu'on m'envoie des chaussures et pour que j'aille faire ça. C'est vraiment par passion. Et je pense qu'une chose, quand tu me demandais qu'est-ce qui m'a mené à ce que je suis aujourd'hui, je
pense qu'une des choses qui a été le plus importante, c'est la passion. C'est que je fais toujours tout par passion. Des fois, ça te fait... Bon, des fois, c'est pas forcément à ton avantage, parce que quand tu fais par passion, tu fais sans compter. Donc, quand on ne paye pas, bah, tu fais quand même parce que tu aimes, tu vois. Moi, j'adore le basket, donc quand on me dit, oui, va couvrir... je suis journaliste à l'époque, on me dit, va couvrir un événement. Bah, je le fais à ma charge, tu vois. Je paye mon billet, je paye mon hôtel, etc. Pourtant, je taffe, mais je suis bénévole parce que c'est ma passion et que moi, je kiffe juste être là, en fait. En plus de faire le travail. Donc, donc quand on est passionné, bah, voilà, c'est ça. C'est le revers de la médaille, c'est que du coup, bon, les gens vont en profiter, vont se dire, ah, bah, de toute façon, t'aimes le basket, donc il n'y a pas besoin de te payer, t'es quand même là, tu kiffes, mais ça reste du travail. Et je pense que la passion, c'est vraiment ce qui me drive tout le temps au quotidien. Tu vois, là, ce que je fais avec les Jeux Olympiques de la jeunesse, c'est parce qu'en plus d'être passionnée de basket, je me suis prise à plusieurs sports également. Et donc, c'est vraiment des... Et la chance que j'ai, c'est que j'ai toujours fait des métiers, j'ai toujours travaillé, mais en faisant en sorte que ma passion puisse être... Enfin, d'utiliser ma passion. Et du coup, j'ai jamais travaillé juste pour travailler. Sauf quand on est étudiant, quand on fait des machins et tout. Ou quand j'étais journaliste, mais bénévole, parce que j'ai été longtemps bénévole sans être payée. Et du coup, bah, tu Mais travailles... déjà dans le basket. Mais déjà dans le basket. C'est ça. Du coup, tu fais des tafs et tout pour pouvoir financer ces voyages. Et t'as dit que tu avais connu le basket tard. Comment ça s'est créé, cette passion? Ouais. Là, j'ai rencontré le basket à 18 ans. Après, je pense qu'avant 18 ans, j'ai joué, mais vite fait, tu vois, genre à l'école ou l'UNSS et tout. Et quand j'en faisais en UNSS ou en bas du quartier, j'ai toujours aimé ce sport, tu vois. Mais j'avais jamais vraiment, de toute façon, juste, j'aimais bien en faire, mais voilà. Et quand j'ai eu 18 ans, on m'a emmené voir un match de basket, une pote à moi, et j'ai kiffé de ouf. Il y a un joueur en particulier, Moustapha Sonko, qui m'a fait rêver. Et en fait, c'est en voyant ce match que je me disais, le basket, c'est trop bien, je vais en faire. Et tu vois, ça revient à ce qu'on disait, ce que tu vois pas. Bah, tu t'imagines pas. Et j'avais jamais vu de vrai match de basket, donc à aucun moment je me disais dans ma tête, ah, je vais aller faire du basket en club et jouer en compétition, tu vois. Pour moi, c'était un passe-temps en attendant de manger, en attendant de... Toi, tu descendais, tu joues au basket et voilà. Sauf que là, je vois que c'est le basket, en fait, c'est un sport professionnel. Derrière, je me prends vraiment... Enfin, je deviens vraiment fan. Je regarde les matchs NBA, là, je découvre encore une autre dimension. À l'époque, c'était Ligue 1 Excel, les Lakers. Donc là, je découvre encore un autre sport, entre guillemets. Mais pour moi, il n'y avait toujours pas ce... Donc je jouais en compétition, mais amateur, et je voyais des matchs pro hommes en France, NBA, mais je voyais pas de filles professionnelles. Donc pour moi, quand tu étais une fille, tu pouvais faire du basket, mais que en amateur. Et donc là, j'étais à Laval à l'époque, et là, je retourne à Reims, parce qu'avant j'habitais à Reims, donc je retourne à Reims, et à Reims, il y a une équipe pro. Et donc, quand je retourne à Reims, j'étais un peu déprimée de déménager, du coup, je cherchais à retrouver le basket. Et je tombe sur l'équipe pro féminine. Et là, je me dis, mais en fait, il y a du basket professionnel féminin, tu vois. Et c'est encore ça. Ça veut dire que dans les médias, en tout cas, moi, les médias que je lisais, que j'écoutais, on parle tellement pas des filles qu'à aucun moment, je me suis dit, bah, ça existe. Et de là, je me suis dit, ah, bah, vu que personne n'en parle, moi, je vais en parler. J'ai créé un site internet qui s'appelle Lady Hoop, où je parlais de toute l'actualité du basket féminin. Je galérais un peu à trouver toutes les infos et tout, mais j'allais voir beaucoup de matchs et du coup les filles me voyaient, donc j'ai vite sympathisé avec plein de joueuses et du coup c'est même des fois les joueuses qui m'envoyaient les résultats, etc. Donc c'est marrant en fait quand je repense au cheminement, c'est vraiment, tu vois, encore une fois, c'est la passion qui m'a fait monter ce blog. Et surtout la même ligne depuis le début en fait. Mais sans à l'époque, aujourd'hui tu vois, tu mets des mots sur l'empowerment, la représentation. À l'époque, à aucun moment je me disais, ah bah je vois pas de filles, il n'y a pas de représentation, donc je vais créer un club, je vais créer un site et tout. C'était juste, bah je vois pas, donc je vais le faire et je vois pas ce qui me plaît, donc je vais faire en sorte qu'on puisse le voir. Et voilà, donc ce site internet me mène à des potes qui montent un magazine et qui me voient bouger un peu partout et qui me disent, bah écris sur tes voyages, etc. Parce que ça restait des... J'ai voyagé avec la Slam Nation, qui est une grosse troupe de dunkers, la troupe la plus connue de dunkers. Et en vrai, pour moi, c'était rien, parce que c'était des amis, mais en vrai, c'est un truc de ouf, tu vois. Tu fais tes voyages avec eux, on avait fait le championnat d'Europe de basket, on avait fait plein de trucs avec eux, donc j'écrivais sur ça.
Et en fait, au fur et à mesure, moi, quand tu bouges, tu rencontres les gens. Donc, mon réseau, j'avais un gros réseau. Ouais. Et mine de rien, les basketteurs, c'est beaucoup de joueurs noirs, de joueurs un peu comme moi, issus des mêmes, avec les mêmes valeurs, etc. Et donc, moi, en tout cas, je les ai vite considérés comme des amis frères. Eux, pareil, amis sœurs. Du coup, toi, dès qu'il y avait un scoop, on m'appelait, on me disait, ah bah tiens, le scoop. Moi, je parlais avec eux comme c'est mes gars du quartier. Ouais. Donc, du coup, ils me parlaient, ils me donnaient des scoops et tout. Et à l'époque, le journaliste, c'était de l'actualité, c'était avoir le premier scoop, avoir la première info. Et moi, j'avais toutes ces premières infos. Et donc, j'ai commencé à écrire pour le magazine. C'est là que j'ai monté mon blog sur les baskets, que j'ai interviewé Kobe, que j'ai interviewé... En plus, moi, ça me dérangeait vraiment pas de bouger. Donc, j'allais en NBA, voir les playoffs, j'allais en Chine. Je suis allée en Chine pendant 1 mois. J'ai vécu en Grèce pendant 1 an et c'est une année où il y avait le championnat d'Europe, la finale du championnat d'Europe, un peu comme la Champions League en foot. Donc voilà, c'est des choses j'en oublie encore, hein, mais c'est des... Ouais, comme je disais en fait, je reviens toujours sur ça, mais c'est la passion qui m'a menée à des choses que j'aurais jamais imaginées, même encore aujourd'hui. Et surtout, t'as fait en fait. Parce qu'en vrai, c'est un peu ça le truc. Mais j'ai travaillé pour faire, tu vois. J'aime pas que les gens ils disent, ouais, bah. Non, mais t'as fait dans le sens, justement, t'as travaillé, c'est-à-dire t'as fait tes blogs, tu vois, tu t'es mis en mouvement. Et je pense que c'est ça un peu le secret, c'est comment se mettre en mouvement. Et plus tu te mets en mouvement, plus tu rencontres de gens, plus tu fais des choses, plus tu comprends des choses, plus ça te met encore des nouvelles opportunités. Et à la fin, tu finis avec Kobe, quoi. Ouais. Grave. Non, mais c'est ouf. En vrai, quand j'y repense, c'est ouf. Et surtout, je suis pas quelqu'un qui a confiance à 100% en moi. Mais par contre, quand je suis dans ce milieu-là, le milieu du basket, 100%. Franchement, tu peux me dire, ouais, t'es nul ou quoi, ça va passer par là, ça va sortir par là. Alors que sorti du basket, je sais pas, je vais faire un cours, je fais un exposé, on me dit, ouais, c'était nul, mais ça va me traumatiser pendant 1 mois, tu vois. Mais dès que je suis dans une salle de basket, j'ai un ballon de basket, que je suis entourée de basketteurs, basketteuses et tout, mais là, c'est mon élément, quoi. Et tu peux pas tout ce que tu vas me dire, après, toi, critique constructive, je vais le prendre, mais tu peux pas m'attrixer ou tu peux pas me descendre gratuitement parce que je sais ce que je fais, je sais ce que j'ai fait dans ça. Et c'est vraiment tu sais, c'est trop marrant, mais la dernière fois, j'en parlais avec une pote, là, main nue, etc., j'ai pas trop confiance, tu me mets ma main dans les mains, c'est ouf. Superman. C'est marrant. Hein. La transformation, ouais. Mais c'est ça aussi qui me conduit à ce que je fais aujourd'hui. C'est que moi, je vois la petite fille que j'ai été. J'étais hyper timide. Et pour moi, quand j'étais petite, quand j'étais jeune, quand je dis jeune, c'est même à 25, 26, tu vois. Je me disais, mais en fait, le monde, il est pas fait pour les timides. On va se faire bouffer. C'est pas fait pour les timides, tu vois. Je pense que la passion, ça permet de... Et elle te permet de sortir cette timidité. Parce qu'en fait, la timidité, c'est un peu le truc est-ce que t'es pas dans ta zone de confort? C'est ça. Est-ce que je me sens pas à l'aise ici? Est-ce que c'est fait pour moi, etc. Mais quand tu te retrouves dans des endroits où tu es suffisamment en confiance pour te sentir chez toi, cette timidité, elle disparaît en fait. C'est là ou c'est là? Et je vois comme ça m'a transformée. C'est là. Parce que même si je suis timide, je suis beaucoup moins que ce que j'étais avant. Et je vois comment ça m'a transformée, comment ça a eu un impact sur ma vie professionnelle. Parce qu'à la base, j'étais quand même destinée à être ingénieur informatique, un peu boring. On est un peu loin. Je vois les contacts que j'ai voyagé de ouf. J'étais jamais partie en voyage, sauf au Sénégal avec la famille, avant d'aller en Grèce. Et depuis la Grèce, j'ai fait le tour du monde, tu vois. Je compte même plus les pays. Et en fait, tout ce que le basket m'a apporté, je me dis, mais en fait, si moi, ça m'a apporté, si moi, ça m'a débloqué comme ça, ça le fera forcément pour d'autres, en fait. Et c'est pour ça, en fait, que je fais ce que je fais. C'est que moi, j'ai vécu j'ai l'expérience et le vécu, et donc, t'as pas à me convaincre pour me dire, oui, le sport, ça peut changer des vies, etc. Moi, ça me l'a changé, moi. Donc, je sais que ça peut changer des vies. Et du coup, moi, ma mission, là, je pense c'est une mission que le Très-Haut m'a donné, mais cette mission, c'est de faire en sorte que les filles, les filles et les jeunes de manière générale, mais que tout le monde se sente à l'aise, dans ce monde, en fait. Tout en gardant ta personnalité, tes valeurs et ce que tu es, en fait. Mais que tu trouves ta place dans ce monde. Ouais. Comment tu peux avoir l'idée de faire un blog en 2003 ? Surtout en fait de partager ça. Tu vois, aujourd'hui, les gens ils créent du contenu à fond, faut partager sa vie. C'est un peu la culture d'aujourd'hui. Et en fait, je pense qu'on a conscientisé, en tout cas je pense,
que créer du contenu, ça t'ouvre aussi des opportunités. À l'époque, c'était ça. Et toi, t'en es la preuve à l'époque, à une époque où personne n'en était conscient. Ouais. Parce qu'à l'époque, le blog, donc avant le blog où je raconte ma vie et tout, où je raconte mes voyages, c'est le site internet Lady Hoop qui donne de la visibilité au basket féminin. Et c'est ça en fait. À l'époque, créer du contenu, c'était donner de la visibilité à des choses qu'on n'a pas du tout. Ouais. Et c'était raconter aussi tes propres histoires et aussi te réapproprier les choses. Tu vois. Moi, les filles, je faisais des interviews, on parlait de ce qu'elles voulaient, je les pris. T'avais pas une trame journalistique classique, on va dire. Non, déjà. Et du coup, c'était pas, toi par exemple, à la sortie d'un match, c'était pas direct les questions statistiques, la performance et tout. Moi, j'étais beaucoup plus sur l'histoire, sur tout ce qui entoure en fait tout l'environnement. Je trouve que j'étais passionnée de basket, des chaussures de basket, etc. Donc, je faisais des interviews sur YouTube, je faisais des vidéos des filles. On faisait des interviews, c'était qu'est-ce que tu as dans ton sac, c'est quoi ta marque de chaussures préférée. Et ça les sortait un peu aussi du contexte où on est là pour voir ce que tu vaux, pour voir tes performances, si t'es pas performante, du coup pour te critiquer et tout. Et du coup, j'arrivais toujours à avoir ça c'est cool parce que j'arrivais toujours à avoir les interviews. Et puis surtout, je créais un lien avec elle qui fait que même quand il fallait parler de performance, là on en parlait aussi. Ouais. Mais avec un regard, je pense que j'avais un autre regard, le regard. Un peu plus humain peut-être. Ouais, je pense, tu vois, genre. S'il me fallait une interview d'une joueuse et que ce soir-là, elle fait un match pourri, si je n'ai pas l'interview, pour moi, c'est pas grave en fait. Alors que j'ai des collègues, il a fallu cette interview, quitte à aller emmerder la joueuse qui vient de sortir de son match un peu pourri, tu vois. Mais moi, si je passe à côté de l'interview, c'est pas grave en fait. J'en aurais une autre. Ouais, t'avais plus de légèreté en fait dans ta démarche. Sur le truc. Après, c'est peut-être, j'ai mis du temps à me considérer comme journaliste et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y avait une autre démarche, un autre regard. Mais moi, en tout cas, c'est comme ça que je me plaisais, que j'aimais ce que je faisais. Je pense que les filles aussi m'ont fait confiance pour ça. Et donc, du coup, le site, c'est devenu le site numéro 1 sur l'actualité du truc. On faisait des choses originales. Tu vois, j'avais une chaîne YouTube, on faisait des interviews. J'ai eu des Américaines de Team USA. Je suis allée à New York pour couvrir des campagnes de l'équipe de France. J'ai fait des trucs. En vrai, quand j'y repense, j'ai fait des trucs de ouf. J'ai vraiment fait des trucs de ouf grâce à ça. Par passion, et cette passion est devenue une profession au final. J'ai mis du temps à dire que j'étais journaliste, mais finalement ce que j'ai fait c'était du journalisme. T'as eu ta carte de presse ? Ouais, j'ai fini par l'avoir, c'était la pète. J'ai mis du temps à l'avoir, mais j'ai fini par l'avoir. Et ouais, non, c'était archi cool. C'était vraiment cool. Aujourd'hui, comment t'as transformé, même si c'était déjà engagé tout ce que tu faisais, comment tu as transformé un peu ce truc un peu professionnel, journalistique, en faire des projets? Est-ce que c'est le fait que tu sois venu aussi au Sénégal ou tu avais déjà commencé un peu en France? Non, j'avais déjà commencé en France. Et en fait, là où j'ai tiré profit de ce que je faisais, c'est le réseau. J'avais un réseau de ouf, les joueurs, les joueuses, équipe de France, NBA, moi, j'allais toujours voir les matchs en NBA et tout. Donc, j'avais un réseau de ouf. Et du coup, grâce à ça, je mettais de la visibilité sur des actions que je faisais. Tu vois, j'ai créé un club de basket féminin à Paris. Du coup, il y a des gens... C'était ça ton premier projet pour toi? C'était quoi ton premier projet un peu... Non, avec avant un de créer impact le un club, peu social, enfin en tout cas que tu juges, peut-être que c'était le blog finalement, mais... Non, je pense qu'il y a ça, mais il y a surtout, mes premiers projets au final c'est au Sénégal, parce que dans le village de mes parents, du coup il y avait un terrain de basket, alors personne ne savait à quoi il servait, parce que du coup personne ne connaissait le basket là-bas, donc moi quand j'ai vu ça, je suis waouh, et du coup j'ai ramené des ballons et j'ai fait jouer des filles et tout ça, donc je pense que c'est le premier projet que j'ai eu, c'était au Sénégal mais en étant en France, tu vois, en venant en vacances, etc. Et après, donc j'ai créé mon club de basket, mais à côté j'ai fait plein d'actions, pas forcément impact social, mais toi genre créer des tournois ou des trucs comme ça. C'est compétitif, mais ça reste des tournois que tu crées pour une certaine population. Toujours féminin ? Qui n'a pas accès. C'était mix, mais assez féminin, assez axé féminin. Et du coup, qu'est-ce que j'allais dire ? Et du coup, un jour, j'ai créé ce club de basket féminin. Et tu vois, ces actions que je fais
à côté du journalisme et tout, les joueurs et les joueuses que je fréquente en parlent. Et donc, du coup, donnent de la visibilité. Et toi-même, genre le club, c'était un club 100% féminin, j'ai des joueuses qui sont venues, des joueuses d'équipe de France qui venaient, qui rencontraient les filles. Quand il y a un événement sur Paris, moi, j'emmène les filles dans l'événement. Ouais. Donc, c'est le lien le pont, en tout cas, que j'ai créé entre mes projets associatifs et la profession, c'est que tout restait du basket et que du coup j'ai pu utiliser l'un dans l'autre. Et j'ai même réussi à placer des articles dans des magazines ou sur des sites, des articles sur ce que je faisais en fait. J'ai profité du réseau pour pouvoir mettre en lumière ce que je faisais. Pas pour dire ouais je fais ça, parce que malheureusement on est dans un monde où... Ouais, il faut montrer aussi. Si tu montes pas, on va pas te financer, on va pas te donner de subventions. Si tu montes pas de belles images de ce que tu fais, etc. Si tu parles pas de ce que tu fais, au final tu vas rester dans ton coin et on va pas... Et le nerf de la guerre c'est l'argent et on va pas te donner d'argent pour faire ce que tu fais. Donc voilà, donc le club, l'association, les Easy Basketball, ça a vraiment une de mes plus grosses fiertés. Avant ça, les Easy Basketball, c'est une asso. On utilise le basket pour l'autonomisation des filles, mais avant ça, c'était une marque. Et en fait, et c'est ouf parce que c'était une marque de fringues. T'avais créé ça en marque, une marque de fringues. Ladies and Basketball, ok. Ouais, mais j'avais pas créé une marque de fringues pour créer une marque de fringues. J'avais créé une marque de fringues pour pouvoir faire passer des messages. Et genre le message principal, c'est Girls Can Dunk. Et le sens de Girls Can Dunk, c'est les filles peuvent tout faire. Aussi, ouais. Même dunker, parce que dunker, c'est un truc à l'époque grand. Ouais. Pour les filles, c'est genre non. Pas possible. Ouais. Mais le Girls Can Dunk, ça veut dire les filles peuvent tout faire, tu vois. Et donc du coup, c'était ça l'esprit de la marque, c'était de faire passer des messages qui sont parlants, de manière stylée, etc. Après, c'est devenu l'association dont j'ai abandonné la marque. J'ai mis en pause, on va dire, depuis longtemps. Mais du coup, l'association, beaucoup de projets où on a un petit groupe de 15 filles, beaucoup de projets. Là, sur l'association, c'est là que je me rends compte qu'il vaut mieux faire en qualité plutôt qu'en quantité. Ouais. Donc, c'est vraiment un projet où au début, on avait 15 filles et pendant une année, tout ce qu'on faisait, c'était avec ces 15 filles-là. Okay. Parce que l'idée, c'était pas juste de dire tu fais un truc avec 100 filles une fois. Et après, il n'y a plus rien, il n'y a pas de suivi, tu ne sais pas ce qu'elles deviennent. Là, les 15 filles, on fait toute une année avec elles, aller voir des événements. Elles jouaient chacune dans leur club. Donc l'idée, c'était vraiment pas de les rendre meilleures au basket et tout. Ça, c'était déjà géré par leur club. C'était de les rendre meilleures, mais en tant qu'humaines. Et donc, c'est discuter avec elles. Toi, c'était hyper jeune. Donc, je me souviens, on a fait une conversation sur la brassière. Ça, c'était quand la première Ça, c'était en... Ouh là là, ça remonte. C'était avant que tu viennes t'installer ici? Ouais, c'était avant que je vienne m'installer. C'était en 2016. Et c'était déjà avec des filles d'ici ou c'était avec des filles de France? En France. 2016. Quartier, Paris 18, 19, 20. Ok. Toi, donc c'est le quartier dit populaire, tu vois. Et beaucoup de filles d'origine africaine et qui sont comme moi en fait. Et je me rappelle une fois on avait une discussion sur la brassière et il y en a plein qui ont découvert que la brassière ça existait. Tu vois des trucs en fait banals. Ouais, tu te rends compte que c'est banal pour des privilégiés du coup, dont moi je fais partie, mais qui sont pas banales pour certaines. Tu vois, on va en reparler après, mais la campagne 1000 stars. Le but, c'est que chaque fille ait un ballon. Si tu vas en France, avoir un ballon, c'est banal. Oui, c'est pas. Mais ici, tu vas avoir un ballon, c'est avoir de l'or entre les mains, tu vois. Ouais. C'est avoir une possibilité. C'est avoir une possibilité, s'offrir une possibilité. Et donc, du coup, à l'asso, on fait plein de choses avec les filles. L'idée, c'est vraiment de les mettre en confiance, d'être en petit comité pour qu'elles puissent s'exprimer librement, etc. D'aborder des sujets. À l'époque, je me rappelle, il y avait eu les attentats. Donc c'est aussi il y a beaucoup de musulmans dans le groupe. Donc c'est d'en parler, de voir comment elles vivent le truc. Je pense que c'est des conversations qu'elles n'ont pas forcément à la maison. Parce que c'est des sujets un peu tabous. On me dit oui, fais-toi discret. Il y avait un petit côté cercle de femmes en fait. Ouais, exactement. C'est genre espace safe où tu peux parler de ce que tu veux parce que moi je suis ta grande sœur, mais pas ta grande sœur qui va aller balancer à tes parents ou te réprimander. Vraiment ta grande sœur bienveillante. Je suis pas ta maîtresse qui va te juger ou quoi. Donc vraiment, sens-toi libre de parler. Concrètement, tu penses que c'était quoi ton pourquoi vraiment avec les Easy Basketball quand tu l'as passé asso? Genre vraiment, tu l'as fait, tu te dis tiens pourquoi je le fais? Pour avoir plus d'impact. Et quand je dis plus d'impact, c'est tout à l'heure ce qu'on disait, la représentation. Une des missions de l'asso aussi, et un des trucs qui est le plus important, c'est d'ouvrir le champ des possibles pour les filles. Donc qu'elles se rendent compte de tout ce qui existe.
Et donc du coup, je faisais venir des potes journalistes, médecins, avocates, et elles parlaient avec les filles en fait. Et tu vois, par exemple, c'est tout qu'on on a une conversation avec une médecin, une pote qui est médecin, et qui est venue voir les filles. Et en fait, on s'est rendu compte que pour les filles, le médecin, c'était un truc relou parce que c'est en général Tata Darren qui est là avec tes 6 frères et sœurs, vous allez chez le médecin, mais le médecin, il est un peu saoulé parce que la Darren, elle est venue avec 6 enfants et donc du coup, il te passe rapidement et il n'est pas très agréable et tout. Donc pour les filles, être médecin, c'était pas du tout... Tu vois, il y a des gens pour qui être médecin, c'est sauver des vies, c'est waouh. Bah, pour elle, être médecin, c'est pas du tout agréable. L'avocat, on s'est rendu compte que pour elle, avocat, c'est avocat commis d'office, tu vois. C'est genre ton frère, il a fait une connerie, du coup, il y en a un avocat commis d'office. C'est pas du tout le métier où tu vas défendre... Elles avaient toutes des regards un peu négatifs sur ces métiers. Et du coup, l'idée, c'était de revaloriser ces métiers à leurs yeux et surtout de leur faire comprendre que elles avaient le droit aussi de vouloir faire ces métiers-là, en fait. Et puis après, d'autres métiers qu'elles ne connaissent pas forcément. Moi, journalisme, pour le coup, elles ne connaissaient pas trop, donc moi, je leur en parlais. Ou d'autres métiers qu'elles ne connaissent pas forcément ou qu'elles n'imaginent pas vraiment fait pour elles. Du coup, on organise des discussions qui fait qu'elles découvrent et qu'elles s'y intéressent. Et puis voilà, vraiment, l'idée, c'est ça, l'expression qui résume bien, c'est d'ouvrir le champ des possibles et d'utiliser le basket pour réunir. Mais après, du coup, pour parler de tout et n'importe quoi. C'est ce que j'allais dire, parce qu'en fait, on pourrait croire que on va offrir des opportunités dans le basket, tu peux être entraîneuse, tu peux être professionnel, comme il se passe beaucoup dans le foot où les gens ils veulent tous être Mbappé, ils veulent tous être Messi ou j'en sais rien. En fait, non, c'est juste un moyen de rassembler les gens pour pouvoir ensuite... C'est juste la carotte. Venez, on va faire du basket. En fait, c'est un peu la safe place, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est ça. C'est créer la safe place autour d'une passion un peu commune. Et après, voilà. Moi, c'est ça ma safe place. Ma safe place, c'était le terrain de basket. Tu vois, j'ai fait une thérapie. Et à l'époque, on me disait, oui, il faut que tu trouves une safe space, tu vois. Un endroit où, si tu te sens mal à l'aise quand on parle, tu penses à cet espace et tu te sens bien. C'était un terrain de basket, tu vois. Et donc, du coup, l'idée, c'était de faire pareil avec ces filles-là qui étaient aussi, qui aimaient le basket, qui jouaient au basket. Et le basket, pour elles, c'était un moment où t'es pas à l'école, t'as pas les parents qui sont là pour te gueuler dessus, t'as pas les frères et sœurs qui sont là pour être relous, t'es là, t'es avec tes copines et tout. Et tu te sens bien, quoi. Et nous, on donnait une autre dimension à se sentir bien, tu vois. Donc, voilà. Ouf. Intéressant. Et du coup, comment ça s'est passé là avec ton arrivée au Sénégal? Du coup, moi, mon asso, l'asso avec les filles avec qui j'étais, je suis encore un peu maintenant. En France, elle a décollé parce qu'on faisait du taf. Moi, je suis dans la com. Du coup, j'arrive à mettre de la belle visibilité sur le truc, des photos, des vidéos, etc. On a eu pas mal de subventions de la mairie de Paris et d'autres subventions qui fait qu'on a pu vraiment mettre en place des programmes. Il y a eu le Covid qui a mis un coup d'arrêt à tout. Mais quand on a repris, nous les filles avec qui on était, en fait on s'est rendu compte que reprendre l'école pour elles, ça allait être compliqué parce que Covid, tu faisais les trucs à distance là. Sauf qu'elles n'avaient pas d'ordinateur, des fois elles n'avaient pas de connexion, ou alors elles faisaient leurs devoirs sur un téléphone, et puis des fois c'était 1 heure parce qu'une heure après c'était l'autre sœur. Et donc du coup elles étaient complètement en retard par rapport à d'autres de leurs camarades. Donc on a mis en place des programmes juste avant la reprise en présentiel pour remettre à niveau les filles, tout en proposant, tu vois, le matin on était en soutien scolaire et l'après-midi on faisait des activités parce que l'idée c'était pas de les garder toute la journée en classe et même tout simplement, mais même tu vois, on commençait à 8h30 pour les remettre dans la discipline de à 8h30 tu vas en cours parce que Covid on a tous été complètement chamboulés, tu vois, plus d'habitude de se réveiller pour aller là, etc. Donc là c'était vraiment l'idée de les remettre dans la réalité du truc sans qu'elles se prennent une claque en arrivant en cours. Donc ça c'est le genre de programme qu'on a mis en place et qui je pense ont eu un vrai impact et qui a plu aussi à du coup tous les politiciens qui ont besoin de subventionner contre l'argent et tout ça. Et moi le Covid ça m'a aussi ça a accéléré mon envie de partir de France, de venir m'installer au Sénégal. J'ai eu la chance d'avoir une opportunité qui fait que je suis venue m'installer. Dans un premier temps, j'ai continué à suivre l'association, je rentrais souvent en France, donc je faisais des activités, etc. Et puis petit à petit, en fait, je me suis rendu compte que je pouvais faire la même chose ici. Sauf que c'est une autre dimension, c'est une autre manière de fonctionner, c'est un autre contexte. Et puis surtout,
En France, moi, je ciblais les filles parce que les garçons avaient beaucoup plus d'opportunités que les filles. Ouais. Ici, personne n'a d'opportunités. Enfin, moi, je considère que tout le monde a besoin d'opportunités. Il n'y a pas un écart de fou malade. Ouais. Tu vois, les filles ont besoin, mais avant que les filles ont besoin, les jeunes ont besoin. Tout confondu. Ici, on parle beaucoup plus de jeunesse que de... Ouais. Ouais. Du coup, avec Ladies and Basketball, je continue à être 100% focus sur les filles, mais j'ai créé une autre association qui s'appelle Dakar Hoops, où là, je fais pour tout le monde, donc pour les garçons comme pour les filles. Donc, c'est des formations, beaucoup d'événements, des événements pareils qui rassemblent toute la communauté pour que tu vois, avec des prize money ou des trucs comme ça. Mais l'idée, c'est vraiment de rassembler, qu'on se retrouve autour du basket. La dernière fois, il y a Antoine Jamison, ancien joueur NBA, et Mactar Ndiaye qui sont venus. Bah, du coup, toi, moi, les gens du basket du Sénégal, là, je les ai rassemblés, on a discuté avec eux. Toi, de leur donner des... Après, c'est vraiment différent de la France parce qu'on est encore derrière par rapport aux infrastructures, aux formations, etc. Mais l'idée, c'est d'ajuster ce que je faisais en France et de faire par rapport aux besoins ici en fait. Et pour ça, bah, du coup, bah, je le fais avec des gens qui sont d'ici, en local. Parce que même si je suis sénégalaise d'origine, j'ai quand même grandi en France, j'ai tout le confort de France, la mentalité et tout. Et il y a des choses, je sais, tout le monde en a besoin, que ce soit ici, en France, en Colombie, n'importe où. Il y a d'autres choses où je suis moins au fait. Et du coup, c'est important pour moi de travailler avec des gens qui sont ici. Donc du coup, Ladies and Basketball ici au Sénégal, Dakar Hoops, beaucoup d'événements, de la formation. Tu vois, la dernière fois, on a fait on a fait une formation pour des arbitres femmes. Ouais. Parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de femmes dans l'arbitrage. Donc voilà, c'est vraiment... mais encore une fois, c'est toujours utiliser le basket. Le basket, il nous réunit. Et puis après, on fait d'autres trucs. On plante des arbres, on touche des sujets sociétaux. Et ici, par exemple, avec les filles, on parle d'hygiène menstruelle. Parce qu'ici, il y a encore un gros manque par rapport à ça, de connaissances, d'éducation par rapport à ça. Donc moi, je réunis les filles sur une compétition. Et puis pendant la compétition, bah, on prend quand même le temps de parler de sujets sociétaux ou de sujets. Pareil, l'hygiène menstruelle, t'en parles pas chez toi, c'est tabou, t'en parles pas à l'école, t'en parles pas avec les copines parce que des fois, t'es derrière, tu sais pas forcément. Et du coup, la honte de pas savoir ce que c'est que les règles, etc. Ouais. Donc l'idée, c'est ces espaces safe, encore une fois. Ouais. Et c'est marrant parce que la dernière fois, on m'a dit oui, mais du coup, tu fais ça que pour les filles. Du coup, elles vont penser qu'il faut qu'elles restent entre elles et tout. Et je dis, mais non, en fait, l'idée, c'est de les mettre en confiance pour qu'elles puissent après affronter entre guillemets le monde. Donc avant d'aller dans la mixité, ben on reste entre nous, elles ont suffisamment confiance en elles et là elles peuvent se mélanger, tu vois, comme moi. Le basket, ça m'a mis en confiance et tout ce que je faisais, je le faisais parce qu'on n'était pas beaucoup de femmes hein, quand j'étais journaliste, toi j'étais la seule, mais j'étais suffisamment en confiance pour pouvoir être en mixité, etc. Donc l'idée c'est ça, c'est pas de se dire on va rester entre filles, c'est de rester entre filles pour pouvoir se faire confiance, avoir confiance en soi-même et pour pouvoir après être intégré à un milieu plus mixte. Et puis aussi, d'aller en mixité aussi, c'est aussi d'éduquer les garçons à accepter les filles en fait comme elles sont et à regarder aussi pas juste leur intérêt. Toi, quand on fait un match, bah, nous des fois on joue en mixte et que les mecs ils fassent attention à passer la balle aux filles ou toi des trucs tout bêtes, mais quand t'es un garçon, t'es un peu... tu regardes tout droit, tu regardes pas ce qui se passe ailleurs. Et du coup, voilà. Donc on essaye. Enfin, j'essaye en tout cas. Mais voilà. C'était quoi la plus grosse différence que t'as vue entre la France et ici, justement, sur ton projet, là, Ladies and Basketball ? Alors déjà, il y a une chose que je veux préciser, c'est que j'ai vu des différences, mais alors pas forcément... mieux en France et pas mieux au Sénégal. Il y a des trucs qui sont mieux en France, moins bien ici, mais il y a des trucs qui ont été beaucoup plus simples à mettre en place ici qu'en France. Notamment... la différence, c'est pas forcément péjoratif. Hein. Oui, c'est ça. C'est vraiment genre, c'est différent. Après, le plus gros écart qu'il y a entre les deux, je trouve, c'est les infrastructures. Tu vois, en France, il n'y a pas de problème de gymnase. Tu te dis pas, il pleut, du coup, on annule l'entraînement ou quoi que ce soit. Et ici, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de... Les terrains, ils sont pas en bon état. Donc, c'est vraiment...
c'est vraiment matériel en fait. C'est pas du tout la mentalité, la manière d'être, etc. Le potentiel même, moi je trouve qu'il est plutôt incroyable ici. Pas suffisamment exploité, mais plus fort ici qu'en France pour moi. Et vu les moyens donnés en tout cas, parce qu'en France, tu as quand même des formations, des stades, etc. Ici, tu n'as rien et tu as des potentiels de ouf, donc imagine si tu avais tout. Mais ouais, le plus gros écart et la plus grosse différence péjorative pour le coup, c'est le manque d'infrastructures. Et positif. Et positif, c'est les gens. Les gens ici, ils sont le cœur des gens. Et toi, moi, quand je fais des événements, etc., en France, c'est un événement. Après, je pense que c'est peut-être l'accès qui fait ça, mais en France, c'est un événement comme un autre. L'événement, il est fini, next, on passe au prochain événement. Mais ici, tu fais un événement, mais les gens, ils t'en parlent pendant 3 mois. Merci, je reçois des messages, mais incroyables. Les gens, ils sont toujours là pour. Du coup, quand tu fais un truc, comme ils kiffent et qu'ils veulent pas que tu ne fasses pas, il y a toujours des gens qui viennent là, t'aider, etc. Et il y a moins ce côté, même s'il y est quand même, il y a moins ce côté t'es une fille, c'est différent, tu vois. En France, t'es une fille, t'es un homme, c'est différent, t'as pas les mêmes choses, etc. Ici, il y a moins ce côté-là parce que tu fais, quoi qu'il arrive, tu fais en fait. Donc on regarde pas forcément ton genre ou quoi. C'est tu fais, donc on. Mais le cœur des gens, le cœur des gens ici, c'est. Ici, la force de faire, je pense que c'est vraiment. Les gens valorisent beaucoup les gens qui font. Ouais, on valorise beaucoup les gens qui font. Après, il y a un truc un peu relou, moi, que je trouve, c'est que du coup, quand tu fais, mais ça, j'en avais parlé sur un panel et on m'avait donné un peu un début d'explication, c'est que quand tu viens, que tu dis, je fais un tournoi, le vainqueur, il prend 1 million de francs CFA, c'est 1 500 €. Et que tu refais un tournoi, du coup les gens ils pensent que tu as de l'argent, alors que tu vois c'est mon argent que je mets. Toi, si je le mettais pas, je voyagerais. Et du coup quand tu vas et que tu veux louer un terrain, qu'à la base le terrain il est à 10 €, du coup quand c'est toi il passe à 200 €, tu vois. Enfin, c'est des trucs comme ça, c'est. Ouais, je sais pas, c'est un peu profiter, Et on m'a dit après, les gens ils ont pas l'habitude de voir les gens faire pour faire. On m'a dit, les gens font souvent par opportunité ou par intérêt. Et donc, du coup, d'avoir quelqu'un qui prend son propre argent pour faire, etc., sans demander de retour ni rien, on m'a dit que c'était pas habituel. Après, je prends ça avec des pincettes, mais voilà, si j'ai à comparer un peu les deux, c'est ça. Ouais, je pense que je suis assez. Enfin, ça me paraît un peu cohérent, mais bon, bref. Du coup, il y a un nouveau projet, 1000 stars. Ouais. Enfin, mon plus gros projet, coup de cœur de ouf. Qu'on a commencé l'année dernière, il y a bientôt 1 an. On a fait le 8 mars. Enfin, on avait commenté, donc 1000 stars, c'est une campagne, de crowdfunding qu'on a lancée, donc une collecte de fonds. Et ce qu'on voulait, l'objectif, c'était d'offrir 1000 ballons à 1000 filles au Sénégal. Mais que le ballon, ça devienne leur propre ballon à elles. Parce que comme je disais tout à l'heure, en France, un ballon, c'est tout à fait normal. C'est comme avoir une paire de baskets ou quoi. Ici, ici, tout le monde n'a pas de ballon. Il y a même des clubs qui n'ont pas de ballon, tu vois. Il y a des endroits où tu peux pas trouver de ballon. Voilà, il y a des endroits où tu peux même pas acheter de ballon. Dès que tu sors un peu de par exemple, où on a été, c'était clair et net qu'on pouvait pas acheter de ballon. Tu peux pas acheter de ballon, donc comment tu peux jouer au basket? Et donc nous, ce qu'on a dit, c'est qu'on va prendre... on va acheter 1000 ballons, on va les offrir à 1000 filles, mais dans tout le Sénégal. Donc pour ça, on s'est appuyé sur 10... donc on a sélectionné 10 villes, avec 10 associations, clubs entre guillemets, avec qui on a bossé. Et du coup, il y a 10 distributions à faire. Donc on a récolté l'argent pour acheter ces 1000 ballons et faire 10 distributions. On n'a pas encore fait toutes les distributions, mais c'est pas juste... c'est venir et donner le ballon, mais c'est créer aussi un événement autour de cette distribution. Parce que pour une fois, au centre de l'événement, c'est que des filles. C'est les filles qui reçoivent un ballon. Et je me rappelle, donc la première distribution, donc pour remettre dans le contexte, la première distribution, elle a été faite le 8 mars en Casamance, via toi, donc via Cabadio. Et l'idée, c'est que vraiment donc le programme, c'est on joue un peu avec les filles, après il y a la distribution de ballons et après il y a un goûter. Et là, par exemple, cette journée-là, on a organisé des petits matchs. C'est les garçons qui ont organisé, c'est les garçons qui ont arbitré. Alors que d'habitude, sur un tournoi événement,
c'est souvent les filles qui aident. C'est souvent les filles qui organisent pour que les garçons puissent jouer. Là, c'était complètement au contraire. Celle qui était vraiment au centre de la journée, c'était les filles. Donc, on a fait notre petit match. Et après, on a vraiment donné à chaque fille qui était sur la liste un ballon. Donc, ça veut dire qu'on t'appelle par ton prénom, on te donne un ballon. Ce ballon, c'est le tien, en fait. Et c'est le ballon de personne d'autre. Et en fait, ça, l'objectif, c'est pas juste de dire j'ai donné un ballon, c'est que déjà, elle a un ballon. Donc, ça veut dire que si elle veut s'entraîner plus, elle peut, parce qu'elle a son propre ballon. Et donc, Kobe Bryant, il était au gymnase jusqu'à Kobe Bryant, mais n'importe qui, tu vois, tu progresses en t'entraînant. Oui, en étant tout seul. Ouais, et puis l'avantage du basket, c'est ça. C'est ces moments tout seul. Tu peux progresser, tu vois, tu peux travailler ton dribble, même s'il n'y a pas de panier, tu travailles ton dribble, les passes, etc. Donc déjà, ça leur donnait l'opportunité de progresser de manière plus intensive sans avoir à attendre que le coach y vienne ou qu'il y ait des ballons qui viennent, etc. Et après, vraiment, de faire passer les messages, et ça, on en a discuté avec elle, c'est que pour moi, ce ballon, il représente tout. C'est grâce à ce ballon qu'aujourd'hui, je suis qui je suis. Et qu'elle voit ce ballon de la même façon, en fait. Que ce ballon soit un outil pour elle de pouvoir imaginer les choses les plus folles qu'elle pourrait imaginer. En imaginant les choses les plus folles, du coup, elles vont envisager pouvoir faire ces choses qui sont folles, mais qui peut-être s'avèreront réalisables. Donc l'idée, c'était ça, c'est vraiment de faire passer ce message-là. Ce ballon, c'est un outil c'est un outil qui va vous ouvrir au monde. C'est un symbole aussi. Ouais, c'est ça. Et après, pour aller plus loin dans le truc, tu vois, juste après la distribution de Cabadio, du coup, moi, j'ai fait mon camp pour les arbitres. J'avais identifié dans les filles une qui pourrait arbitrer, donc elle a été invitée à Dakar. Je pense que c'est la première fois qu'elle venait Oui, c'est sûr. C'est la première fois qu'elle sortait même de Cabadio. Elle est venue, elle a fait le stage, donc c'est aussi utiliser cette distribution pour créer une communauté. Mais après, c'est apporter autre chose à cette communauté. Donc là, maintenant, dès que je fais des stages d'arbitre ou dès que je fais des événements, etc., les premières à qui je pense pour les inviter, c'est ces filles-là, en fait. Donc c'est vraiment qu'on crée une communauté et puis qu'on voit peut-être que dans 5 ans, il y en a une qui jouera en WNBA et qui donnera un retour. Et il y a ça aussi, ce qui est important. C'est que pour moi, tu vois, moi, je suis dans l'associatif, je pense que j'ai toujours vu ma mère faire, parce que son village, elle a beaucoup aidé, etc. J'ai toujours vu aider, donc pour moi, c'est naturel d'aider, tu vois. D'aider son prochain, c'est ce qui te fait vivre, quoi. Et du coup, pour moi, c'est important que les filles, elles voient qu'il y a des personnes qui prennent de leur temps pour leur donner, sans rien attendre en retour. Et qu'elles puissent aussi, plus tard, si elles ont les moyens de le faire, elles être dans cette démarche-là, en fait. C'est aussi, toi, conscientiser les filles sur ça et pour leur montrer que je t'ai aidé, toi, va aider quelqu'un d'autre, en fait. N'oublie pas d'où tu viens et ce qui t'a permis j'espère, ce qui t'a permis d'atteindre tes objectifs, tes sommets. Et du coup, fais-en de même, en fait. Tire d'autres personnes. On t'a tiré, tire d'autres personnes avec toi, en fait. Donc, il y a vraiment plusieurs volets. Mais c'est cool, on a fait 4 distributions, là on fait on va faire la 5e distribution. Ça nous permet aussi, toi, de rencontrer les filles. Moi, quand je les croise dans des événements et tout, elles me reconnaissent. Donc ça crée aussi des liens. Et puis, et la dernière distribution, c'est hyper fort parce qu'il y a une maman, elle est venue et elle tenait, elle, à donner le ballon à sa fille. Et en fait, en faisant ça, elle montrait à sa fille qu'elle validait le fait qu'elle joue au basket, qu'elle puisse... Toi, c'est comme une validation, puis c'est aussi pour dire je participe à cette volonté de te voir grandir, avancer, etc. C'est pas juste, de toute façon, on m'a pas laissé le choix, donc vas-y, fais ton basket, c'est je valide ton choix d'aller là-dedans, et je trouve ça hyper fort. Enfin, la petite, elle était trop contente que ce soit la mère qui lui donne le ballon et tout, je trouve ça hyper cool. Mais c'est vraiment un projet qui nous fait grandir. Enfin, tous ceux qui participent, toi, tu as déjà fait une distribution. À chaque fois qu'on fait les distributions, on grandit tous. J'ai été vraiment étonné. J'ai été vraiment étonné de voir déjà le regard des garçons. En fait, ils ont aidé de ouf. Bon, ça encore, pourquoi pas, on peut se dire ok. Mais en fait, c'est surtout le côté spectateur et le côté même supporter, au-delà d'être spectateur. Ils ont vraiment supporté, ils ont vraiment... En fait, ils kiffaient. J'ai vu des darons qui étaient un peu loin, qui se sont approchés. C'est pas mal, hein. Elles jouent bien en fait, les filles. Et en fait, ils ont jamais. Et tu sais, mais en fait, ça joue bien. Et en plus, le basket, en vrai de vrai, tu vois, en plus dans des zones comme Kafountine, Cabadio, etc., les gens ne regardent que le foot. Ils voient jamais de match de basket. Et un match de basket,
bon, on est tous les deux plus basket que foot. C'est hyper cool. Il y a plus de show. C'est hyper cool. Il y a beaucoup plus de show que du foot. Cool. Le foot, c'est un peu, ouais. tu vois, c'est plus grand, c'est plus, voilà, c'est plus lent. C'est moins chiant. C'est moins chiant. Disons-le. Voilà, il y a plus de paniers, il y a plus d'allers-retours, il y a plus de trucs. Et du coup, d'un coup, les gens, ils sont là, ah mais attends, mais c'est trop cool. Et ce regard des garçons, c'était vraiment impressionnant. Et tu vois, là, j'étais à Cabadio il y a 10 jours. Et j'ai vu Ango qui a reçu une balle et quand je suis arrivé, elle m'a montré la balle. Ouais. Elle m'a dit « Ah, t'as vu, j'ai encore la balle, etc. Bon, je peux pas trop jouer en ce moment parce que machin, etc. etc. » Mais voilà, là, faut que je la regonfle. Je vais essayer de faire un peu des dribbles là-bas. Là. Ouais. C'est un peu dur, il n'y a pas trop de sable, donc je vais dribbler et tout. Ouais. Et voilà. Et tu dis, en fait, c'est fou parce que c'est un truc qui est resté. Mais c'est tellement... En fait, il y a tellement de messages dans cette simple action de donner un ballon parce que ne serait-ce que toi, que la fille qui reçoit le ballon, elle se sente considérée. Ouais. Tu vois, genre, on te voit, on te considère comme un être humain à part entière et pas juste comme la personne qui doit servir je sais pas quoi ou qui doit faire le ménage ou quoi. C'est vraiment, tu te sens considérée en fait. Et tu te sens mise sur un piédestal. Tu te sens considérée aussi un peu comme basketteuse. Aussi, moi j'ai trouvé, parce que tu vois, on connaît aussi la problématique, en tout cas surtout dans ces zones-là, je connais peut-être un peu moins ici, mais la problématique des filles où 16 ans, 17 ans, hop tu quittes le CM et ça y est, t'es marié, ou tu restes à la maison, bref c'est un peu les clichés mais c'est la réalité. Et du coup le sport ça passe en dernière. Là c'est la maman qui donne le ballon, c'est ça en fait. Ouais, c'est qu'elle valide. Elle-même a donné le ballon, donc elle va pas te dire demain, tu vas où, va pas jouer au basket, c'est pas fait pour toi et tout. C'est qu'elle a validé ton statut de basketteuse, et ça, tu donnes un statut en fait. Et c'est des choses auxquelles tu penses pas forcément parce que parce qu'on est des privilégiés et que ça c'est vraiment genre truc, ces trucs. Pour nous, c'est inimaginable de se dire que tu t'es senti considéré parce que tu as reçu un ballon. Mais en vrai, tu dis à la fille, je te vois et je connais ton prénom et je te donne un ballon. Et après, quand je reviens, je te reconnais. Et tu fais partie d'une communauté aussi. Tu fais partie de celles qui ont reçu. Tu fais partie de ces 1000 filles qui ont reçu un ballon, tu vois. Et donc, du coup, quand tu vois... Tu sais, c'est comme quand tu es à l'étranger et que tu vois quelqu'un qui porte le même maillot que toi. Tu dis, on est ensemble et tout. Mais du coup, c'est tellement symbolique. Après, ce que j'aimerais, c'est que si on a les fonds, c'est qu'on puisse retourner dans ces villes, revoir les filles et toi apporter d'autres choses. C'est qu'il y a un travail continu qui soit fait, que ce soit pas juste un one shot. Et ça, je lance un appel à tous ceux qui ont de l'argent, qui savent pas quoi en faire. Non, mais tu vois, ne serait-ce que d'y retourner une deuxième fois pour réorganiser un événement, se dire les filles sont vos ballons. Tu vois, vraiment pouvoir que cette communauté en fait, elle soit pas juste éphémère, qu'elle soit vraiment. Mais non, j'aimerais bien. C'est ça la suite. C'est ce que j'aimerais bien. Déjà, la suite, c'est de finir les distributions. On est en train de travailler sur un documentaire de la campagne. Encore une fois, pas pour dire on a donné 1000 ballons, mais parce que ce documentaire nous servira d'outil pour aller chercher de l'argent, ailleurs. Pourquoi pas le faire dans d'autres pays, tu vois. C'est des choses qui sont tellement... En fait, c'est ça, c'est des fusées qui sont universelles. C'est pas un truc que tu fais au Sénégal mais que tu peux pas faire ailleurs. Tu pourrais même le faire en France en vrai. Je dis oui, les ballons et tout, on sait, mais tu pourrais même le faire en France. Et c'est des sujets qui sont universels. Donc, si demain tu me dis oui, t'es muté au fin fond de la Colombie ou du Pérou, du coup, je prends mes ballons et je vais refaire ce que je fais là au Pérou en fait. Mais d'un côté, c'est universel et ce qui est triste, c'est que ça veut dire que c'est des problèmes sociétaux qui sont aussi universels. Et c'est dommage, c'est dur, mais voilà, c'est ça. C'est nous redonner des sourires parce que tu as donné un ballon. Franchement, c'est ridicule, mais c'est... C'est ça, en fait, c'est que c'est un projet sur le papier qui peut paraître risible. Ouais, tu te dis, t'as distribué 1000 ballons. Okay. Super, c'est cool. Et c'est là où tu vois les documentaires sont, toi comme moi on est dans la com et on connaît la puissance de l'image et aussi de raconter tout ça. Parce que en fait ça va plus loin que ça. Ça va plus loin que ça parce que comme quand tu le vis,
Parce que c'est ça aussi la com, c'est aussi vivre un moment, comprendre tout ce qu'il y a derrière et du coup le retranscrire. Là, je le raconte, mais même en le racontant. Non, mais déjà, tu vois, déjà d'en parler là entre nous deux, je pense qu'on comprend. Bon, en tout cas, tous les deux, on l'a vécu, donc on le sait. Mais je pense que c'est important d'aller mettre des mots derrière tout ça. Parce que une personne lambda. J'ai donné des ballons là-bas. Là. Tu lui dis, tu lui racontes, t'as beau dire oui, c'était trop beau, les yeux et tout, elle va pas comprendre. Alors que tu lui montres les images, et là, tu vois les images de la petite, de ses yeux qui brillent, parce que ses yeux ils brillent vraiment. Brillent pour de vrai. Et là, tu vois le truc. Après, il y a un goûter, l'ambiance, elle est cool. C'est un moment, puis peut-être que pour elle, c'est un moment hors du temps, en fait. Ça se trouve, à ce moment-là, on sait jamais, donc tu sais pas ce que les gens y vivent. Donc ça se trouve, à ce moment-là, elle a passé une semaine, mais horrible, et que ce moment-là qu'elle a passé avec toi, en vrai, c'est sa bouffée d'air, sur sa semaine, sur son mois, sur son année, tu sais pas, tu vois. Donc, je trouve des actions qui sont importantes. Et après, ce qui est important pour moi, c'est que ce soit fait avec le cœur, et que ce soit une bonne intention qui soit derrière ça. À partir du moment où c'est une bonne intention, c'est fait avec le cœur, quoi qu'il arrive, ce sera bien accueilli en fait. Et même si, tu vois, moi j'étais un peu... Bon, on n'a pas réussi à avoir les financements pour les 1000, mais on a complété. Et j'étais grave déçue parce que je me dis oui, mais j'avais promis à 1000, à 10 clubs. Je vais pas choisir des clubs et leur dire finalement j'ai pas eu et tout. Mais en vrai, même si là je dis ça, je fais ma maline, mais en vrai, même si tu distribues 10 ballons, en fait, t'as distribué 10 ballons à 10 filles, et ça reste 10 ballons à 10 filles. C'est mieux 1000, mais ça reste les 10 ballons. Après, bon, l'idée c'est de faire... je suis quelqu'un de... Ça s'appelle 1000 stars, c'est tout. Ça s'appelle 1000 stars, donc on va pas distribuer 10 ballons. Mais ouais, non, c'est hyper cool comme projet, et chaque distribution est différente. Toi, déjà, tu vas dans des villes qui sont dans des... Géographiquement des endroits différents, c'est pas les mêmes moyens. Tu passes de la Somone où la qualité de vie est un peu meilleure qu'à Pikine ou à... Même, j'allais dire Kafountine, moins bien et tout, mais c'est pas du tout le même environnement. Et du coup, chacune est différente, quoi. Et chaque fille reçoit son ballon et t'as un sentiment différent et tout. Et non, franchement, c'est... À chaque fois que je fais une distribution, moi, je suis archi cool. On sort des JO à Paris. Ouais. Il y a les JOJ qui est un peu un nouveau truc, c'est la 3e édition, c'est ça? Non, un peu plus, c'est la... Je vais dire des bêtises alors que je tape. Bon, non, c'est peut-être la 4e d'été. 4e d'été, oui, c'est ça. Mais il y a les JOJ d'hiver. C'est en tout cas la première fois que le comité olympique met les pieds en Afrique. Les JO de la jeunesse, ça a quoi, en tout cas, comme pour toi, pas forcément sur le papier, mais en tout cas pour toi, ça a quoi comme impact tout ça, les JO, même pas forcément en parlant du comité olympique, mais plutôt du sport en général, de ce que ça génère. Là, on sort de Paris, là, ça va être à Dakar. Toi, qui est un peu dans l'organisation, qui va se concentrer sur la communication, etc., tu vois quoi comme impact dans tout ça? Déjà, tu mets la lumière sur un pays. Parce que déjà, le comité international parle de toi pendant 4, 5, 6 ans, parce que le temps d'organisation, et tout le monde te regarde, donc déjà tu mets un pays en lumière. Quand tu mets un pays en lumière, c'est ces gens que tu mets en lumière, le tourisme local, l'artisanat, tu mets tous les aspects de ce pays-là en lumière, donc je pense que le premier impact, il est là. Le deuxième, c'est que pour faire des JOJ, il faut des infrastructures, et donc réflexion. Et du coup, il y a des réflexions qui sont faites. Là, on construit rien, on rénove tout, mais rénover de manière... Franchement, moi, j'ai vu les plans de... Tu vois, il y a un stade qui s'appelle Iba Mar Diop, qui est dans la Médina. Et tout à l'heure, on disait qu'à la Médina, il n'y avait pas grand-chose. Mais là, ce stade, il est incroyable. Et l'idée, c'est que ce stade, il va être fini. Il y aura les JOJ. Les JOJ vont partir. Le stade sera encore là, en fait. Et donc, après, c'est la population qui va pouvoir s'approprier le stade. Donc, déjà, tu offres des infrastructures au pays. Que ce soit X, Y, Z qui les finance, elles sont là. Donc, dans le pays. Et puis après, il y a toute l'économie locale, tout ce que ça va générer, en fait. Parce qu'un événement olympique, c'est 205 sélections qui viennent. Là, c'est des Jeux Olympiques de la jeunesse. Donc, c'est des jeunes qui viennent entre 15 et 18 ans. Donc, tes parents viennent pour les voir, pour découvrir un pays aussi. Parce que quand tu fais des JO, tu vois, à Paris, les Américains, ils sont venus, ils ont kiffé parce que c'était Paris. Et du coup, c'est Paris, c'est les vacances et tout. Donc là, c'est le Sénégal qui va accueillir tous ces gens-là. Et du coup...
c'est une économie qui va tourner. Les hôtels, les réservations d'hôtels, ils vont venir manger, ils vont aller faire du shopping, ils vont acheter pas mal de trucs, etc. Et pendant toute cette préparation, il y a aussi des programmes qui sont mis en place pour pouvoir parler de Jeux Olympiques de la jeunesse, pouvoir vraiment rendre le truc populaire, que ce soit pas juste Dakar et les gens de Dakar qui sachent qu'il y a ça, mais que tu ailles à Matam, en Casamance, et que tu saches. Et il y a plein d'autres programmes qui sont notamment par les agences d'aide au développement qui sont mis en place. Par exemple, il y a l'Union européenne, du coup, ils ont construit ou rénové des terrains de sport dans 80 centres de formation professionnelle. Donc, c'est-à-dire que tu as 80 centres de formation professionnelle au Sénégal qui vont avoir des stades, des complexes sportifs. Donc, c'est tout l'héritage qu'il y a autour des JO. Je ne sais même pas si c'est la compétition en elle-même, même si c'est hyper cool d'avoir la compétition. Mais c'est plutôt tout ce qui est autour qui va avoir un impact. Et puis après, pour les athlètes sénégalais, c'est cool parce que tu... Voilà, c'est ça, ce que j'allais dire sur le côté sportif. Sur le côté sportif, tu ça vient chez toi. Quand tu es au Sénégal, ça veut dire que tu as plus d'athlètes qui vont y participer, donc tu as plus de chances. Tu es quand même chez toi, donc tu auras les supporters, genre, dans tout un stade, je pense 60% seront sénégalais, donc du coup tu as quand même plus de chances d'avoir des médailles, de briller. Et les Jeux Olympiques de la jeunesse, c'est un peu le laboratoire des Jeux Olympiques classiques. Tu vois, il y a plein de médaillés olympiques qui ont fait d'abord des Jeux Olympiques de la jeunesse. Et c'est une expérience haute parce que c'est un niveau de compétition autre. Et c'est un niveau de compétition que t'aurais pas forcément, auquel tu n'aurais pas forcément participé si ça avait été ailleurs que dans ton pays. Donc je pense pour l'expérience, pour un sportif, c'est hyper cool. Tu vois, te mesurer au plus grand, c'est ce qui te tire, quoi. Et tu penses que ça participe aussi justement à montrer que c'est possible ? Ouais, carrément. Déjà dans l'organisation, se dire déjà on va les réussir. Et donc les gens vont pouvoir se dire, parce qu'on va pas se mentir, il y a quand même un gros cliché qui dit que tu ne peux pas organiser d'événements de cette envergure en Afrique. Tu vois, il y a quand même des clichés et des préjugés qu'il y a sur le continent africain. C'est que on est toujours en retard, c'est un peu vrai, c'est qu'on ne s'est pas organisé, il y a plein de choses. Et là, aujourd'hui, de les organiser et de les réussir, c'est dire, ramène ce que tu veux, en fait. Ramène ta Coupe du Monde, ramène tes Jeux Olympiques, on va l'organiser, en fait. On ne vaut pas moins que des Suisses ou que des Espagnols qui organisent un événement. Et là, c'est de se dire, on est capable d'organiser cet événement. Donc là, déjà, à une autre échelle, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est rendre l'impossible possible. Et puis t'impliques aussi dans l'organisation. Moi qui est dans l'organisation, on va avoir besoin de 2000 ou 4000 volontaires. Là, tu vas impliquer toute une jeunesse. Au-delà des volontaires, on recrute aussi. Enfin, le comité d'organisation, il grandit, on recrute. Donc toi, tu ouvres la porte à plein de... Et puis, il y a des métiers que tu vas apprendre parce que organiser une compétition internationale, tu as des métiers que tu n'avais jamais rencontrés sur un événement de quartier. Ça, c'est intéressant. Mais là, du coup, même moi qui ai travaillé en France, qui ai déjà travaillé avec les JO, je découvre quand même des trucs, tu vois. Surtout, tu vois, côté cérémonie, etc. Donc, je pense que c'est ça, tout l'héritage, tout l'impact et toute la visibilité que tu donnes, c'est... au-delà de juste la compétition en elle-même, c'est ce que tu vas laisser en fait ici. Et je pense que c'est important. C'est vrai, c'est important, ça positionne le Sénégal comme un pays qui peut accueillir, qui va accueillir un grand événement international. Ouais, carrément. Ouais. Cool. Le podcast s'appelle Sens. Ouais. Je l'ai appelé Sens parce que je pense que c'est un peu tu vois, tu parlais de passion. Je pense qu'il y a la passion et il y a la recherche de sens tout le temps. Et souvent, il n'y a pas de passion s'il n'y a pas de sens. Et inversement. Ça a été quoi pour toi cette prise en tout cas cette recherche de sens dans... Est-ce que ça a été le basket directement qui a fait sens pour toi, ou comment en tout cas du basket, tu vois, comment ça a été un peu cette démarche où tu es passé du basket à donner du sens au basket? Est-ce qu'à un moment tu en as eu un peu marre de juste être journaliste et tu t'es dit bon finalement il faut peut-être que je donne un peu plus de sens à ça? Je pense que c'est très personnel, mais je pense que c'est la religion couplée à ma passion. Donc les principes de l'islam qui quand même prônent le vivre ensemble, le partage, la bienveillance, toutes ces valeurs que j'ai couplées à ma passion pour le basket et ce que je faisais. Que j'avais pas forcément quand j'ai commencé.
Je ne vais pas dire que j'étais une mauvaise pratiquante. Quand j'ai commencé, aussi dans ta démarche de découvrir, normal, etc. Mais du coup, je pense que quand les deux se sont rencontrés et quand j'ai priorisé la religion et que j'ai réussi à appliquer tous les préceptes de la religion dans ta manière de travailler. En fait, le basket est devenu encore plus un outil pour pouvoir transmettre ces messages, etc. Et en fait, toutes ces valeurs-là, la bienveillance, le partage, etc., c'est tellement des choses que tu peux apprendre via le sport. Tu vois, surtout le basket qui est un sport co. Moi, je me souviens, encore une fois, j'étais pas très sociable à l'époque, mais du coup, quand en rentrant dans un club de basket, tu découvres une équipe sur qui tu peux te reposer. Tu te rends compte que si tu échoues, le fait que l'autre ait réussi, ça fait la réussite de tout le monde. Donc, tu vois, cette solidarité, la bienveillance, parce qu'une fille qui est ton ennemi, qui est ton adversaire aujourd'hui, demain, en plus, moi, je faisais plein de tournois. Donc, les filles contre qui je jouais toute l'année, après, on faisait des tournois tout ensemble. Là, j'en ai retrouvé au Sénégal. Donc, il y a trop de valeurs, le fair play, le respect du coach, de l'arbitre, de tout le monde. Il y a tellement de valeurs que tu as dans le sport. Que nous, on prône avec la religion, en tout cas ce qui sont des principes de la religion. Du coup, moi, j'ai réussi à avoir les deux ensemble. Et en fait, c'est le basket qui sert ce que je dois faire en tant que musulmane. Donc, je m'en sers. Je sais pas, je pense que c'est la fusion des deux qui fait que c'est la religion qui a réussi à donner du sens à ma passion qui avant était très passion personnelle, individuelle, mais tout en donnant. Mais j'ai réussi à donner du sens grâce à ça, je pense. Et le fait de venir au Sénégal aussi, ça a donné encore plus de sens, notamment vu le contexte. C'est peut-être le contexte aussi, toi, français, qui stigmatise de plus en plus les musulmans, les noirs. Moi, je cumule, je suis une femme, je suis noire, je suis musulmane. Donc, à la rédaction, je me rappelle quand j'étais la seule, du coup, on me disait, regarde, avec moi, t'as trois quotas qui sont atteints. T'as une personne noire dans ton équipe, t'as une femme et t'as une musulmane. Donc, tu peux dire que t'es diversifiée. Et du coup, ça n'a pas toujours été facile, mais je sais pas, je pense c'est cette passion qui est devenue conviction, mission, qui fait que, comme je disais tout à l'heure, en fait, tu peux me dire c'est ce que tu fais, ça va passer par là, ça va sortir de l'autre côté. Moi, je suis convaincue aujourd'hui, je suis convaincue que ce que je fais aide. Moi, ça m'a aidé. J'ai vu les résultats, donc tu peux pas me détourner de ma mission, quoi. Après, comme je disais tout à l'heure, à partir du moment où tu mets la bonne intention, pour moi, il n'y a pas de... Ça glisse, quoi. Carrément. C'est quoi ton message pour les jeunes filles sénégalaises ? J'en ai plein. Non, j'en ai plein, mais... Ou africaines en général, mais... Ouais, ou pour les jeunes filles, même de manière générale, je sais que c'est pas facile, parce que même moi, aujourd'hui, je suis encore dedans, mais c'est de croire en elles, en fait. De croire en elles et d'être consciente qu'elles ont leur place dans ce monde, en fait. Et vraiment c'est ça, c'est d'être consciente. Moi, à un moment donné, je pensais que j'avais pas ma place dans ce monde, tu vois. Et qu'il n'y avait pas de place pour, où tu sais que tu étais marginalisée, etc. Mais c'est vraiment qu'il y a de la place pour tout le monde et que ce tout le monde, il inclut elle, en fait. Et donc, du coup, de croire en ça, c'est difficile, mais de travailler pour... tout devient plus facile quand tu crois en ça, en fait. C'est un peu un cercle vicieux, tu vois. Donc, voilà. T'as un mot pour le mot de la fin ? Jouer au basket. Non, le mot de la fin, c'est... Non. Pour moi, le mot de la fin, c'est le bonheur des uns fait le bonheur des autres. Et donc, du coup, faut être dans ça, en fait. Faut être dans le partage, faut être dans l'envie de faire le bonheur des autres. Et ce bonheur que tu procures aux autres, il va faire ton propre bonheur. Voilà. Reims représente. C'est ça, et merci Syrah. C'est cool. Merci d'avoir écouté cet épisode de Sens jusqu'au bout. Si ces histoires t'ont inspiré ou touché, partage-les autour de toi, donne une note ou laisse un commentaire pour aider à amplifier leur impact. C'était Sens et je te donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode avec encore plus d'histoires inspirantes et de projets qui changent le monde.